pris entre vos mains l'avenir des enfants et des familles. Il y a une remise en question fondamentale sur la primauté du lien familial biologique. Pensez dans votre rapport préliminaire, Mme Laurent. Mais ça veut dire un méchant coup de barre. Allez-vous, M. Carman, êtes-vous prêt à remettre ça en question? Oui, tout à fait. Les choses ont changé. On n'a pas besoin que ce soit la famille biologique. Donc ça, c'est vraiment ce qui va faire avancer nos travaux, je pense, cet automne. Donc on veut attraper ces familles-là. Comme je parlais tantôt, c'est souvent une histoire familiale. On veut les attraper le plus rapidement possible. Puis un des bons endroits pour les attraper, c'est dès la grossesse de la mère. Je me présente, Alain Rioux, directeur de l'organisme Les Papas en Action pour l'équité. Nous allons continuer une nouvelle série qui s'appelle « Les enfants du gouvernement » et nous en sommes rendus à l'épisode numéro 2. Donc aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'étude de l'article 4 de la loi sur la protection de la jeunesse qui affirme que l'intervention de la DPJ est soumise au principe de primauté parentale. Donc, dans la première version de la loi en vigueur, c'est-à-dire celle qui découle du projet de loi 24 des péquistes en 1977, l'article 4 de la loi précisait le droit de l'enfant d'être maintenu dans son milieu naturel ou dans un milieu s'en rapprochant le plus possible. Dans le journal des débats parlementaires du mercredi 7 décembre 1977, à 10h30, voici comment la chose a été adoptée à l'Assemblée nationale. Après une discussion concernant l'article 1 de la loi, le président de la commission appelle l'étude de l'article 2. Le ministre Jérôme Forget répond « Adopté ». Le président répond tel qu'amendé, article 3, M. Forget, adopté. Le président, article 4, M. Forget, rétorque. Attendez un peu. Il me semble que j'ai quelque chose ici. Non, cela va, adopté. Le président, article 5. Donc, le 7 décembre 1977, dans la dernière étape de l'étude détaillée, les articles 2, 3 et 4 ont été adoptés sans aucun commentaire et sans la moindre discussion parlementaire. La chose était alors très claire. Le jeudi 18 décembre 1980, le ministre Denis Lazure, ex-psychiatre, ministre des Affaires sociales, propose le projet de loi 22, qui a notamment pour objet de permettre au directeur d'un centre d'accueil de limiter le droit d'un enfant de communiquer avec certaines personnes et de permettre l'appel de cette décision au tribunal de la jeunesse. Et aussi que la majorité des infractions du Code de la route, ainsi que les infractions au stationnement imputables à un enfant, soient soumises directement au tribunal de la jeunesse. Mais essentiellement, le projet de loi 22 prévoit allonger les durées maximales de l'hébergement d'un enfant dans une famille d'accueil ou dans un centre d'accueil. Donc, on voit déjà que la loi de 1977, qui visait une déjudiciarisation, se fait à nouveau les dents et multiplie les interventions du tribunal de nouveau. Donc, le mardi 2 juin 1981, Denis Lazure dépose le projet de loi 10, qui est essentiellement une copie conforme du projet de loi 22, puisque l'Assemblée nationale n'avait pas eu le temps de l'adopter. Le projet prévoit notamment que les décisions prises à l'égard d'un jeune doivent tendre à maintenir le jeune dans son milieu naturel. Alors le ministre répète, le projet de loi 10 a pour but de maintenir la philosophie essentielle sur laquelle tout le monde est d'accord. Le projet de loi 10, par ailleurs, veut impliquer le milieu scolaire dans la protection de la jeunesse. Si des mesures qu'on dit volontaires, c'est-à-dire discuter avec la famille, avec le travailleur social ou avec l'école, peuvent être convenues de part et d'autre sous forme d'un espèce de contrat, dit le ministre, l'enfant n'a pas besoin d'aller devant le tribunal de la jeunesse.
c'est ce qu'on appelle la primauté de l'intervention sociale par rapport à l'intervention judiciaire, ce qui était l'esprit de l'époque. Le ministre précise que plusieurs articles viennent encadrer de façon un peu plus serrée, un peu plus rigide, l'application de la loi. La loi 24 permettait au tribunal de décréter un hébergement obligatoire, l'équivalent d'une cure fermée, d'un internement d'un jeune de 14 à 18 ans pour une durée de 3 mois. Cette fois-ci, le projet de loi suggère d'étendre cette période de 3 mois à 6 mois dans un premier temps, renouvelable une fois, parce que, dit le ministre, on nous a fait comprendre que pour bien des jeunes, il était nécessaire d'allonger le séjour en centre d'accueil pour que les méthodes de réadaptation puissent porter fruit. Donc, à la demande de la DPJ, l'internement initial de 3 mois est passé à 1 an. Pourtant, la loi a été créée dans un objectif de désinstitutionnalisation des jeunes et dans l'esprit que le soutien en milieu familial donne de meilleurs résultats que l'institutionnalisation. Maintenant, retournons voir quelques extraits de la présentation du projet de loi 24 par le Parti québécois en date du 25 octobre 1977. Selon le ministre de la Justice, M. Marc-André Bédard, la nouvelle loi sur la protection de la jeunesse est un effort de déjudiciarisation. Tous ont reconnu souhaitable d'humaniser et de socialiser le tribunal. Et, dit-il, je termine là-dessus, il faut prendre garde qu'en privilégiant l'intervention sociale, on ne donne lieu aux abus reprochés aujourd'hui à l'intervention judiciaire. Autrement dit, le ministre s'inquiète à savoir si, en déjudiciarisant, on ne donnera pas trop de pouvoir aux intervenants sociaux et qu'ils en abusent à leur tour. Ensuite, le ministre des Affaires sociales, M. Denis Lazure, précise que son souci principal, autant par efficacité que par économie, est de ne pas multiplier les structures, d'utiliser au maximum les services existants dans le réseau des affaires sociales, d'où la raison de substituer les comités locaux d'orientation par les directeurs de protection de la jeunesse. Donc, le Parti québécois a escamoté toute une structure de surveillance de l'intervention de la DPJ dans la famille, prévue par les libéraux de Bourassa en 1974. Donc, pour donner tout le pouvoir aux DPJ qui n'ont plus de supérieurs dans la machine. Je suis conscient que cette loi, dit le ministre, si elle est acceptée à peu près comme telle, imposera un fardeau très lourd sur les épaules du personnel des services sociaux dans l'ensemble du Québec et très lourd aussi sur le personnel des centres d'accueil. Je me réjouis à l'avance de leur collaboration. Cette structure, dit M. Lazure, est plus légère que les comités locaux d'orientation. J'ajouterais qu'elle est un peu moins coûteuse. Remarque de l'opposition par M. Claude Forget. Je pense en particulier au comité d'orientation auquel on a fait allusion tout à l'heure, qui ne figure plus dans le projet de loi, donc plus de surveillance. Ensuite, dans cette première loi de la protection de la jeunesse, première commission, on a entendu l'Association des centres de services sociaux du Québec, qui est venue dire que c'est la 3e fois en 5 ans qu'elle comparaît devant cette commission pour commenter des projets de loi sur la protection de la jeunesse. Maintenant, le projet de loi nous semble satisfaisant, dit l'association. L'Association des centres de services de santé du Québec, services sociaux, a toutefois revendiqué une véritable charte des droits de l'enfant. Et c'est exactement ce que demande Régine Laurent, avec plus de 50 ans de retard. Le contentieux des centres de services sociaux, en quelque sorte, si vous voulez, les avocats de la DPJ,
sont venus réconforter le gouvernement péquiste de l'époque en disant qu'il revient aux législateurs et à personne d'autre d'établir un tel système de protection de l'enfant. C'est une compétence exclusive, disent les avocats de la DPJ. Les avocats de la DPJ ont dit être en mesure d'affirmer que le Québec jouit des pleins pouvoirs pour légiférer sur toutes les mesures à prendre pour rendre efficace le système de protection de la jeunesse, c'est-à-dire, par exemple, que le Québec a le pouvoir constitutionnel de créer un tribunal de la jeunesse pour veiller au respect des dispositions de sa loi de la protection de la jeunesse. Vous pouvez également y nommer des juges pour l'application des mesures prévues par votre législation, disaient les avocats de la DPJ en commission parlementaire. Et nous l'avons révélé dans Magistrature ou dictature, le Conseil des ministres nomme d'anciens avocats de la protection de la jeunesse et c'était manifestement à leur avantage de spécifier ces détails en commission parlementaire. Les avocats de la DPJ sont par ailleurs d'accord avec la notion de déchéance de l'autorité parentale et ils disent ceci. Nous nous sommes interrogés pour voir s'il était possible que cette déchéance soit prononcée par le tribunal de la jeunesse plutôt que par la Cour supérieure. Nous sommes aujourd'hui en mesure de vous prouver que le tribunal de la jeunesse sera parfaitement compétent pour se prononcer sur la déchéance de l'autorité parentale. La notion de déchéance de l'autorité parentale est un concept de droit nouveau. On est en 1977. Mais le Québec a le pouvoir d'attribuer au tribunal de la jeunesse le soin de décréter la déchéance de l'autorité parentale et nous croyons souhaitable que la responsabilité de la protection de la jeunesse incombe à une seule instance, à savoir le tribunal de la jeunesse. Et c'est là, madame, monsieur, que la Cour supérieure a été mise à l'écart et que les décisions de la Chambre de la jeunesse passent en avant de la Cour supérieure qui s'est retrouvée les mains liées dans cette affaire de compétence provinciale. La primauté parentale est devenue l'affaire exclusive de la Chambre de la jeunesse. Par ailleurs, la déchéance de l'autorité parentale par la Chambre de la jeunesse comptait parmi les notions dites chères par les représentants du barreau du Québec, et ce, avec bien entendu la représentation de l'enfant par avocat. Et nous l'avons dénoncé également, c'est aussi ce groupe d'avocats nommés par la Chambre de la jeunesse pour représenter l'enfant qui deviennent les juges à la Cour de la jeunesse. Pour le barreau, et je cite, « Le directeur de la protection de la jeunesse apparaît comme un instrument par excellence de la déjudiciarisation, puisqu'il est celui qui analyse les situations et qui décide de l'orientation de l'enfant, soit vers le domaine social, soit vers le domaine judiciaire. » Le barreau en rajoute un peu. « Nous nous demandons à quoi bon créer des mécanismes de mesure volontaires et à éviter le processus judiciaire si l'on transforme le processus social en un processus quasi-judiciaire et si l'on donne aux intervenantes des pouvoirs de nature presque policière. C'est avec une pointe d'humour, disent les avocats du barreau, aussi que l'on constate que c'est le directeur qui décide lorsque l'enfant ou les parents ne sont pas d'accord avec les mesures volontaires. Le DPJ peut se confier l'enfant à lui-même et lui imposer des mesures volontaires à son bon vouloir. En somme, la loi 24 visait à protéger le jeune de la négligence et des abus de ses parents et de leur incompétence. La loi 24 visait à protéger l'enfant contre l'arbitraire du juge par une déjudiciarisation. Mais qu'en est-il des abus de pouvoir des intervenantes et de leurs patronnes, les directrices de la protection de la jeunesse? Le gouvernement québécois disait donc déjudiciariser l'intervention pour la socialiser, en remettant toute responsabilité au directeur de la protection de la jeunesse qui, lui, s'accapare dans les faits tous les pouvoirs sous un prétexte de donner un service social. Mais aucune structure ne surveille le DPJ et les travailleuses sociales.
Le livre blanc de la protection de la jeunesse de 1977 révélait que certaines notions contenues, mais non définies dans la loi, on en a déjà parlé, telles les notions de danger et d'intérêt du mineur, ont été des sources d'abus et de contrôle social excessif. Les placements d'enfants n'ont jamais cessé de croître et le ministère y consacrait la quasi-totalité des budgets. Au lieu de devenir des mesures exceptionnelles, les placements sont demeurés croissants et ils le sont de plus en plus. Alors, quel est le bienfait de ce nouvel esprit de socialiser l'intervention dans la famille? Quelle était cette volonté réelle de déjudiciarisation? En vérité, comme nous l'avons décortiqué dans Magistrature ou dictature, dans la moitié des cas, la DPJ choisit d'aller devant le juge et le DPJ peut marchander une mesure volontaire auprès du jeune et de la famille sous la menace de les amener devant le tribunal. Quant au tribunal de la jeunesse, on lui réserve l'intervention couteau, ce qui risquait manifestement d'accentuer le rôle répressif de l'appareil judiciaire, et nous l'avons dit à plusieurs reprises, la DPJ gagne 98,4% des causes. Voilà ce qui pouvait être lu noir sur blanc dans le livre blanc de 1977. À cause du développement massif d'institutions au Québec, autant au niveau de l'éducation, des loisirs et des affaires sociales, les parents se sont vus relégués au second plan. Mais en faveur de quoi, je vous le demande? En faveur de la compétence professionnelle, des professionnels. Oui, on a changé le rôle parental pour donner le pouvoir sur l'enfant à des jeunes professionnels au Québec. C'est simple et observez par vous-même que notre société change au profit de divers groupes professionnels de toutes sortes. Si on prenait tous les investissements alloués aux centres d'accueil et à la grande roue du service social et de la justice, qui payent de bons salaires à toutes sortes de professionnels, notamment les intervenantes et des avocates, probablement que beaucoup de familles s'en tireraient sans doute beaucoup mieux dans l'éducation de leurs enfants. Le mardi 20 mars 1984, un autre projet de loi est mis sur la table. Dans l'étude détaillée du projet de loi 60, on peut lire ceci. Sur l'article 2, la notion de parent est modifiée. Le parent devient plutôt un titulaire de l'autorité parentale, pour faire concordance avec le Code civil québécois modifié. Le ministre Pierre-Marc Johnson souligne il y a une désagrégation relative des familles traditionnelles. Le taux de divorce est d'environ 45% en 1982, alors qu'il était de 8,5% en 1969. Les tribunaux doivent trancher, dit-il, et décider qui sera le dépositaire du droit parental après la séparation. Madame Lavoie-Roux de l'opposition lui signale qu'au moment de la révision du Code civil, cette modification avait été apportée dans l'esprit de reconnaître à la fois le père et la mère, c'est-à-dire les deux parents. Je présume, dit-elle, que la DPJ appliquera le dispositif décidé par la Cour. On ne peut pas permettre à une organisation spécifique de trancher, à savoir qui exerce l'autorité parentale. Le Code civil détermine que ce sont les deux parents, sauf dans des circonstances d'incapacité ou de déchéance qui font que c'est ensuite qu'un seul des deux parents exerce cette autorité. Je pense qu'il faut que ce soit le Code civil qui prédomine. Un peu plus loin, le président appelle l'article 4. L'article 4 introduit les principes généraux qui doivent servir de guide pour intervenir auprès de l'enfant et des parents, dit le ministre. À cet effet, l'article 4 introduit l'article 2.2 qui affirme la primauté de la responsabilité parentale. Donc, l'intervention de l'État est fondamentalement soumise à ce principe
pour corriger la situation ou aider les parents. Et c'est ce que les caquistes veulent changer aujourd'hui. À 21h15, l'article 4 du projet de loi est très timidement modifié par le remplacement des mots. Les cas qui donnent ouverture à cette intervention est remplacé par les mots « les situations qui donnent ouverture à de telles interventions ». L'opposition rétorque que la commission de l'époque avait recommandé qu'une série de principes soit insérés, notamment que l'État, dans ses interventions, devait viser le maintien de l'enfant dans son milieu naturel. Le ministre rappelle à son tour que les parents sont les premiers responsables et qu'une décision, une ordonnance ou un jugement doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu parental. Si un tel maintien n'est pas possible dans l'intérêt du jeune, c'est l'article 4 qui s'applique. On a déjà dit-il, dans le Code civil, une série de principes sur les droits de l'enfant. On a déjà, dans la Charte des droits et libertés de la personne, une série de principes sur les droits de l'enfant. En constitution interne, la Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil sont les lois fondamentales. Je pense qu'au fil des années, les citoyens verront à s'y référer, conclut le ministre. Et là-dessus, je suis entièrement d'accord avec cette citation. À la lumière de ce qui précède, il faut se questionner, Madame, Monsieur, à savoir si l'amour filial a réellement changé et si aujourd'hui, au XXIe siècle, comme le prétend le ministre Lionel Carman, les choses ont tant évolué à ce niveau-là. Si ce n'est pas le cas, pourquoi toucher à l'article 4? Est-ce que les parents aiment moins les enfants qu'au siècle précédent? En d'autres mots, est-ce que les parents du 21e siècle seraient devenus tellement incompétents que l'État doit manifestement être contraint de leur enlever leurs droits fondamentaux, notamment la primauté parentale garantie par la Charte des droits et libertés? Et je vous invite à aller répondre à la question sur notre page Internet, Les Papas en Action, sous l'onglet Référendum. Alors, Madame, Monsieur, je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour vos commentaires, et je vous souhaite une excellente fin de soirée et une merveilleuse semaine à venir. Merci beaucoup. Vous avez entre vos mains l'avenir des enfants et des familles. Il y a une remise en question fondamentale sur la primauté du lien familial biologique. Pensez dans votre rapport préliminaire, oui. Madame Laurent. Mais ça veut dire un méchant coup de barre. Allez-vous, M. Carman, êtes-vous prêt à remettre ça en question? Oui, tout à fait. Les choses ont changé. On n'a pas besoin que ce soit la famille biologique. Donc ça, c'est vraiment ce qui va faire avancer nos travaux, je pense, cet automne. Donc, on veut attraper ces familles-là, comme je parlais tantôt. C'est souvent une histoire familiale. On veut les attraper le plus rapidement possible. Puis, un des bons endroits pour les attraper, c'est dès la grossesse de la mère.